Merci beaucoup d'être présent de nouveau ce soir à ce nouveau rendez-vous conférence, causerie, puisqu'Alain préfère qu'on parle de causerie plus que de conférence. Pour information, la prochaine conférence est Gabriel Vallée le 24 mai qui nous parlera de l'origine des noms des grandes villes australiennes. Gabriel Vallée qui est président de la Société d'études historiques, certains connaissent ici. Et puis nous faisons aussi, donc là il n'y a plus que 2 vendredis, donc tous les vendredis soirs du mois d'avril, nous faisons des visites guidées animées sur l'exposition de la Seine qui est à l'étage. Alors la Seine, c'est pas le fleuve, c'est le nom de la corvette qui a fait naufrage en 1846 en Nouvelle-Calédonie. Et donc on fait des visites animées, ça dure une petite heure. C'est sur inscription, il y a encore de la place pour demain, et sinon ce sera le 27, et après on démonte l'exposition au bout de presque 4 ans. Donc c'est vraiment la dernière occasion de découvrir cette histoire incroyable qui est assez méconnue. Et puis, c'est aussi une façon de nous soutenir, de nous aider en participant, comme vous le faites là ce soir, pour nos animations, en participant à nos activités, on en a bien besoin. Parce que le contexte budgétaire est un petit peu compliqué, donc plus vous êtes là, plus vous nous soutenez, mieux on se porte. Vous pouvez aussi devenir membre, beaucoup de personnes qui se sont inscrites là ce soir. Donc il y a Jean-Pierre Thomas qui assure, enfin Alain Lebrus qui est le secrétaire et Jean-Pierre Thomas dans le fond qui est à votre écoute. Donc voilà, le fait d'avoir une carte membre, ça vous permet aussi d'accéder gratuitement à toutes nos animations. Et vous pouvez aussi vous inscrire, on a des petits papiers pour recevoir les informations par mail régulièrement. Voilà, tout ce qu'on fait, on espère qu'on ne vous inonde pas d'informations, mais à tout moment vous pouvez vous désinscrire si c'est trop chargé. Alors, puisqu'on parle de membres, eh bien, je vous présente un membre qui est quand même au musée maritime depuis que le musée existe. Donc, Alain, je crois qu'on va fêter les 20 ans du musée l'année prochaine, mais l'association existe depuis bien plus longtemps que ça, parce qu'elle a été créée en 1994. Donc, tu n'étais peut-être pas là en 1994. Si, depuis 1994. Donc, Alain est un fidèle membre du musée maritime. Et il assure les fonctions de secrétaire, ce qui n'est pas évident parce que c'est beaucoup de travail. Mais il est là, fidèle au poste. En même temps, il a été chef du service de topographie de la province sud jusqu'à sa retraite. Bon, je ne dirais pas en quelle année, mais tu es resté topographe, me disais-tu, géomètre, pendant 35 ans en Nouvelle-Calédonie. Hein. Donc il connaît bien la terre. Mais il connaît bien aussi la mer, puisqu'il a été plongeur pendant de très nombreuses années, assistant moniteur, c'est ça, de plongée, dans le premier club de plongée de Nouvelle-Calédonie, donc il y a quelques années aussi. Donc la terre, la mer, c'est vraiment des univers qu'il connaît très bien. Il est également à l'origine de ce magnifique ouvrage, Le destin tragique de la Monique. Donc c'est lui qui a fait toutes les recherches, qui a écrit ce livre. Et puis plus récemment, celui-ci, donc Les vieux voisins de Lens-Huarré, qui raconte justement le cimetière d'autres bateaux qui ont fait l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, le tour de côte, et qui reposent... non, pas le tour de côte, les pontons. Les pontons, pardon. Pontons du nickel. Voilà, je t'avais dit de me rectifier si je disais des bêtises, donc les pontons du nickel. Et qui repose aujourd'hui en fait, sous l'usine d'Oniambo. Donc nous vendons ce soir ce livre 1500 francs, rien que pour vous, au lieu de 2500. Et en plus, vous aurez le droit à une dédicace de l'auteur. Donc voilà, un prix exceptionnel pour ce soir. Et bien comme c'est l'histoire des vieux voisins de Lens-Huarré, c'est aussi l'histoire des misérables qui reposent baie de la Moselle. Donc voilà, c'est l'histoire des bateaux qui ont sillonné les mers, mais qui sont aujourd'hui sous la terre, sous la scorie. Donc je trouve que le parallèle entre
ce que tu as fait comme géomètre et ton parcours en tant que plongeur sous-marin eh bien, se rejoignent un petit peu dans cette histoire. Mais il y a beaucoup d'autres entrées puisque tu es passionné d'histoire maritime et puis de tous ces navires qui datent à peu près de deuxième moitié du XXe siècle en Nouvelle-Calédonie. Je ne vous en dis pas plus. Je laisse la parole à Alain. Je crois qu'on peut l'applaudir. Bon, alors c'est pas une conférence que je fais, hein, c'est une causerie, je l'ai bien dit, hein, je ne suis pas un conférencier, je n'ai pas la parole facile, mais je vais m'appuyer sur énormément de documents et je vais vous les commenter, tout simplement. Donc ce ne sera pas un... Et puis certainement, je vois dans la salle, il y a des anciens là, il y aura certainement des remarques à faire parce que les recherches n'ont pas été très faciles. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Impeccable. Bon. Alors, ces dessins, vous devez les connaître peut-être. Hein. Bon alors, ça c'est un tableau du commandant Morin qui jouait du crayon et qui a fait des aquarelles. Vous aviez aussi Wauno qui en a fait plusieurs. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il y avait Croc, hein, c'est ça, qui a fait également des dessins des Misérables. Et peut-être que vous qui étiez à la Pérouse, lorsque vous étiez plus jeune, votre professeur de dessin, Patrice Nieli ou d'autres, vous ont fait descendre la difficile côte de la Pérouse, là, pour croquer ces Misérables. Est-ce qu'il y en a certains qui ont gardé leur dessin? Non. Non, personne. Alors, c'est en deux parties que nous verrons donc la baie de la Moselle, avec tout ce qui va autour, et puis après nous parlerons donc de bateaux. Donc, la baie de la Moselle, alors la baie de la Moselle, c'est certainement la baie de Nouméa qui a été le plus photographiée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, ma foi, de la FOL, de la cathédrale, du petit sommet où il y avait l'internat des filles, là, du côté de la Pérouse, tout ça, bon, c'était des points de vue. Et il est certain que les photographes, depuis plus de 100 ans, sont allés sur ces sommets pour prendre des photos. Donc j'ai bien consulté j'ai trouvé au moins 700 documents, soit cartes postales, soit photos, prises par des amateurs ou alors prises par des photographes professionnels qui étaient installés dans la ville de Nouméa. Alors, la baie de la Moselle, c'est la baie de la Moselle récente. Faut que je trouve le pointeur, ça y est. Bon, c'est sûr qu'il y a plus d'un siècle, la baie de la Moselle n'était pas du tout ça. La rue de la Somme, que vous avez ici, était presque en limite de la baie de la Moselle. Il faut se rappeler aussi que Bernhem était dans l'eau. Bernhem était dans l'eau. Hein, tout ça, ça a été remblayé dans les années. Et on allait jusqu'à la rue de Sébastopol. Donc la rue de Sébastopol, c'est celle qui passe ici. Hein. Donc tout ça était dans la mer. Et de l'autre côté, évidemment, on avait la colline, la montagne, donc on allait au bord de la montagne. Le quartier latin était un marais. Et la baie de la Moselle, elle venait donc jusqu'à cet emplacement-là. Alors voilà peut-être la plus vieille photo que j'ai retrouvée de la baie de la Moselle, c'est en 1880. Dans son livre sur les armées en Nouvelle-Calédonie, je pense que Luc Chevalier a fait une erreur. Il l'a datée de 1906, mais à mon avis, elle est plus proche de 1880, parce que sur cette photo, on ne voit pas encore la cathédrale de Nouméa. Or, la cathédrale de Nouméa a été, inaugurée ou construite dans les années 1890. Donc cette photo date certainement des années 1880. On aperçoit ici la rue de Sébastopol, c'est un début, et pour passer de l'autre côté, on avait fait une digue.
Donc une digue à partir des déblais donc, de l'abus de Conneau. L'abus de Conneau, c'est de 1857 à 1877. Hein. Donc on a utilisé ces déblais et on a comblé cette partie de la ville aussi dans les années 1880 environ. C'est-à-dire la partie sud de la ville. Voilà un tableau, un très joli tableau que vous retrouvez dans le hall d'accueil de la mairie de Nouméa, qui est la baie de la Moselle en 1890. C'est un tableau de Roulet. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur ce tableau, on voit déjà... Excusez-moi. Hop là. Les boutons sont tellement serrés, là. Voilà. Ici, on voit déjà la cathédrale qui est en construction. Vous voyez, donc c'est les années 1890. Vous voyez que dans cette baie, il n'y a que de petits bateaux. Les fonds ne sont pas très, très importants. Et évidemment, toute cette partie, c'est du côté de l'artillerie de marine. Et c'est là donc, où l'artillerie de marine était installée donc, de très tôt. Vous le connaissez, ce tableau-là? Hein, si vous avez l'occasion, montez au premier étage de la mairie de Nouméa et vous verrez qu'il est magnifique. En premier plan, c'est le quai des artifices. Pardon? Là? Voilà. Oui, c'est ça. Il y avait un petit engin pour transporter les choses lourdes. Hein. Alors, cette photo, je l'aime bien. Là, c'est une photo prise en 1900. C'est l'entrée de la baie de la Moselle. Au fond, ici, vous avez la pointe Lambert, qui a été comblée. Aujourd'hui, c'est la route de Nouville, c'est là où nous nous trouvons. Hein. Vous avez ici un navire que j'ai identifié comme étant l'Athétis. Et ce sont ces vieux navires, ces 3 mâts par exemple, dont on coupe les mâts et qui deviennent des pontons. C'est-à-dire, c'était les docks, ça servait de dock, on mettait tout dedans, on mettait du minerai, on mettait des provisions, on mettait la farine, etc. Ce bateau-là, je ne l'ai pas identifié. Par contre, celui-ci, c'est le Loyalty, on en parlera tout à l'heure. C'est un petit bateau qui était militaire et qui a été laissé à la colonie ensuite. Donc vous voyez, en 1900, on voit aussi bien des voiliers que des pontons, c'est-à-dire des voiliers qui ont été déclassés, je dirais. Voilà, c'est à peu près la même photo, mais un peu plus tard, en 1911. Là, on voit que les vapeurs commencent à arriver. On voit encore des voiliers, hein, ici, là, mais les vapeurs commencent à s'installer à l'entrée donc, de la baie de la Moselle. On bouge dans le temps aussi, on est en 1972. Cette magnifique photo de la France australe vous montre ce dont on parlera tout à l'heure, c'est-à-dire les Misérables, ces vieux bateaux donc, qui étaient là, qui étaient encore assez loin du rivage, puisque les autres, les remblaiements n'avaient pas démarré du côté du musée de la ville. Vous voyez la ville, c'était là de ce côté-là, c'était un peu la zone. Hein. Il y avait les pêcheurs qui étaient installés par-ci, par-ici. Enfin ça doit vous rappeler quelque chose, puisque je vois à vos cheveux que cette période-là, comme moi, vous l'avez connue. Alors, les vues aériennes, c'est intéressant de voir Donc, ça, c'est une photo donc, prise en 1931 à bord d'un avion anglais, Victor Roffet, ça doit vous dire quelque chose. Hein. Et donc, on voit la baie de la Moselle. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ici, c'est la rue de Sébastopol. Ici, là, c'est la bibliothèque Bernheim. Je parle bien du vieux bâtiment, hein, donc le bâtiment qui est en retrait. Hein. Donc la Bernheim a été construit sur les remblais donc, qui ont été réalisés dans ce coin-là. Sur cette photo aussi, je vous montre, parce qu'on en parlera tout à l'heure, ici, vous avez une espèce de darse, et ça, c'est le Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'était un navire de Balande qui avait assuré le tour de côte et qu'on avait remisé ici finalement pour fermer la darse. Donc ça, c'est le Saint-Pierre. Et vous voyez qu'il n'y a que des petites embarcations hein, qui venaient à l'intérieur.
voyez la distance que l'on a par rapport au rivage. 1935. Donc 1935, il y a eu une grosse crise en Nouvelle-Calédonie. Il y avait beaucoup de chômeurs. Et on a remblayé toute la partie qui était comprise ici, entre la rue de Sébastopol et la rue Maréchal Foch. Là, vous retrouvez ici, dans le triangle, vous retrouvez Bernheim. Là, vous retrouvez Trois Misérables. Puis il y en a un qui doit être en attente, ici. Ce côté-là, finalement, je dirais que depuis le début du XXe siècle, ce côté-là n'a pas tellement bougé. Il n'a pas tellement bougé, d'une part parce qu'il y a la colline, et en plus, c'était domaine militaire. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc ça, c'est une photo aérienne qui a été prise par le CHOM en 1935. Une jolie photo de 1942, période américaine, où on retrouve nos misérables ici. Vous voyez la partie nord qui n'a pas beaucoup bougé, le quai là où on a fait des travaux. Ce côté-là qui n'a pas bougé du tout. Et je pense que les Américains étaient installés ici. Bon, on pousse encore. 1976. Donc là, vous avez le pilotage actuellement ici, hein, vous reconnaissez. Vous voyez que les remblais, bon, ça c'est la rue de la Somme. Vous voyez Bernheim, on en a déjà parlé, avec la rue ici de Sébastopol. Donc vous voyez déjà tout ce qu'on a gagné au point de vue remblai sur ces baies de la Moselle. À côté, on a fait un petit montage en 2018 à partir de Google Earth. Et on parlera de tous ces bateaux, donc les Misérables qui se trouvent ici aujourd'hui, là où se trouve le bout du monde, exactement là. Alors autant vous dire qu'ils ont eu des problèmes quand même lorsqu'ils ont fait des fondations, hein, parce que la ferraille, elle était dessous. Ici, vous avez le Saint-Pierre, donc qui fermait la darse. Hein. Là, j'ai reporté tout autour le littoral en dans les années 1935-1937. Et là, vous avez un autre bateau dont on parlera, qui s'appelle le Frosine, qui se trouve juste à l'angle, aujourd'hui, à l'angle du pilotage. Voilà, donc là, on va regarder un peu plus en détail le littoral nord. Côté ville. Alors là, voilà une carte postale où on voit donc les remblais. Et dans ces remblais, on mettait n'importe quoi. C'est-à-dire tous les déchets de la ville étaient balancés sur ces remblais. Tout ce qui traînait dans la ville était là. Autant dire qu'il n'y avait pas d'évacuation. Il y avait des odeurs qui n'étaient pas très agréables. Et la ville de Nouméa donc, a décidé d'arrêter à un moment donné la poursuite de ces remblais parce qu'on y mettait n'importe quoi. Et derrière, pour ceux qui... ici, vous avez la minoterie Morgane. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Aujourd'hui, cette minoterie, elle est un peu perdue au milieu des immeubles que vous avez. Mais lorsque vous prenez la rue Gallieni, à gauche, c'est un bâtiment que vous avez qui se remarque. Bon, maintenant, c'est pas le plus haut, mais il est là. Et ici, il y avait des chantiers de marine, dont on parlera tout à l'heure. Bon, un peu plus tard, la 1954, celle-là, je voulais laisser, je voulais l'enlever, puis finalement, j'ai laissé. Bon, simplement, on voit que le quai, ici, se poursuit. Ici, on avait les pêcheurs, toujours, hein, qui étaient là. Et là, si vous faites attention à la rue, dans la rue de la Somme, là, vous avez ces vieux bâtiments Balande. C'est encore marqué dessus. Si on regarde bien la façade, on voit Balade. Je crois que la quincaillerie, après Balande, s'était installée ici. Et ça, bon, ben c'est la... attendez, j'en suis... Oui, Enfin, c'était l'horizon. Voilà. D'accord. Alors, toute cette région-là, toute cette partie-là était une région très active. Vous aviez la pêche, vous aviez des chantiers navals, vous aviez
ce qu'on appelle les mécaniciens fondeurs, etc., c'est-à-dire tout ce qui tournait autour finalement des bateaux était installé ici. Ben pourquoi? Pourquoi? Parce que la ville de Nouméa était une petite, c'était le centre-ville, hein, c'était pas très très grand, vous aviez le port à côté, et donc ici c'était des zones qui se prêtaient bien parce qu'au fur et à mesure des remblaiements, donc la ville a gagné des terrains. Et ces terrains, elle les a mis en location, et ce sont donc ces chantiers navals qui en ont profité. Alors, les pêcheurs, voilà, tout à l'heure on l'a vu où c'était, en face vous retrouvez l'artillerie, hein. Et ça, bon, ben, c'était des petits bateaux, vous aviez un petit wharf là. Alors c'est un peu grâce à Christian Terrier que j'ai rajouté ça, parce que je n'avais pas trop parlé de la pêche. Alors je vous ai retrouvé 3 photos qui rappelleront donc à ceux qui ont connu comment ça se passait dans ces années-là. Donc on récupérait le poisson directement, le poisson vivant, hein, directement des pêcheurs. On mettait ça dans des viviers. Ces viviers étaient transportés dans des espèces de carrioles, donc jusqu'au marché, marché Roland, hein, qui a été marché Roland, qui, si je ne me trompe pas, a été ouvert après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ma foi, les acheteurs choisissaient dans les bacs le poisson qu'ils désiraient. Je pense que vous vous en rappelez de ça, certainement. Bon, ça a disparu, maintenant c'est la glace. Hein. Alors, cette photo de 1968, je vous l'ai mise parce qu'on voit encore le littoral, là, nord. Donc, toute cette partie-là, hein, avec les pêcheurs ici. Et au fond, vous avez la digue de l'île de Ducos qui commence voilà, qui est mise en place. Voilà la digue de Ducos. Et tous les bateaux, qu'on ne sait pas les misérables, mais tous ces vieux pontons, ces vieux 3 mâts qui étaient transformés en pontons pour transporter le minerai de nickel, donc depuis les centres miniers, de Pont-Mout, de Koné, de Koumak, etc., lorsqu'ils avaient fini leur vie, eh bien, on les jetait ici, dans cette partie qui s'appelle l'ensoiré. Et petit à petit, donc le nickel s'est agrandi et a recouvert toutes ces épaves. Il y en a 9. 9 qui sont ici. Et c'est l'histoire que je raconte donc dans le petit livre que vous avez. Littoral Est. Alors là, c'est 1903, donc c'est la bibliothèque Bernheim. Regardez comme la cathédrale paraît proche, paraît proche de la ville, également la caserne que vous avez ici. Et là, les remblais donc, qui ont été mis en place pour la bibliothèque Bernheim. Et ici, vous aviez un chantier naval dont on parlera tout à l'heure. Là, 1935, donc c'est après les grands remblais. Donc vous les voyez ici. Hein. Bon, la cathédrale, on la voit là. Là, on arrive dans les années 1970. Donc c'est l'année où j'ai commencé à travailler en Nouvelle-Calédonie. 69, je suis arrivé. Et bon, là, vous reconnaissez... Oh, papa. C'est pas le bon bouton. Là, c'est le musée de la Nouvelle-Calédonie. Et tous les remblais, là, qui se sont... les misérables, vous voyez, se rapprochent inexorablement donc, du bord de mer. 1987. On les voit encore, ici. Ils sont encore présents, là. Alors, c'est devenu un parking. Le marché n'est pas encore installé. « 1992, le marché est là. La province est là. Les bateaux qu'on voyait tout à l'heure, ben, ils sont là-dessous. Et c'est le bout du monde qui va venir s'installer ici. Donc, vous voyez quand même que ces remblais, donc, en baie de la Moselle, ont été très, très importants et on en a mangé une grande surface. Alors les chantiers navals, donc j'ai fait 3 périodes, donc les chantiers navals, les précurseurs, car on a commencé à construire des bateaux dès 1874,
hein, et disons l'approche de la Première Guerre mondiale a un peu freiné ces chantiers. Donc vous aviez McEvans, ou qu'on appelait aussi Evans, Louis Boudin, Asmus, César Berthier, qui a joué un rôle important dans la municipalité de Nouméa, Hubbard, Fulbert, etc. Il y en a certainement d'autres, mais le recensement n'est pas facile. Alors, bien entendu, certains de ces chantiers, on poursuit, par exemple, les Hubbard, vous allez les retrouver dans les années suivantes. Alors, McEvans, donc il a construit en 1884, donc le Cagou, qui est un bateau qui a été commandé par Nicolas Hagen. Et il a construit d'autres bateaux, je n'ai pas marqué tout, hein, mais c'est à peu près pour voilà, donc la Moselle. Alors, la Moselle, il est en construction ici. Si vous regardez le tableau de Roulet, dans le petit angle à droite, vous voyez un chantier, donc en 1890, et ce chantier, c'est le bateau La Moselle qui a été construit pour le commerçant Austin. Jusqu'en 1890, les Anglais avaient beaucoup d'importance en Nouvelle-Calédonie. Hein. Donc il y avait beaucoup de commerçants, les Johnston, tout ça, c'était déjà des commerçants en 1890. Vous aviez Austin, vous en aviez d'autres. Et pareil, là vous voyez que McEvans, il n'a pas un nom très breton. Hein. Donc il a construit ça, l'UVA pour Nicolas Hagen 91. Il a construit le premier canot à moteur en 1900. Et puis, il y a eu énormément de constructions de bateaux, plutôt des goélettes, qui ont été construites pour les Nouvelles Hébrides. C'est-à-dire tous les colons des Nouvelles Hébrides achetaient des bateaux plus conséquents que les côtres qui ont servi en Nouvelle-Calédonie et les faisaient fabriquer ici à Nouméa. Et l'Albatros, c'est un bateau relativement important. Alors le Cagou, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous voyez que c'est quand même une embarcation qui n'est pas petite, là. Hein. C'est son lancement, le 4 octobre 1884. Et bon, il n'y avait pas de charpentier de marine spécialisé. Donc, il avait fait venir d'Australie des charpentiers de marine australiens pour construire ce bateau, ainsi que du bois. Alors, le bois, il provenait soit d'Australie, c'est du bois d'importation, ou alors il y a des bois qui venaient donc de la baie de Prony, où était installée donc l'administration pénitentiaire. Alors, voilà Asmus. Alors, Asmus, il était installé à cet endroit-là. Il était du côté de la pointe de l'artillerie. Ici, vous avez Bodux aujourd'hui. Bodux est installé là. Et certainement ici, c'est là où se trouvent les résidences de Port-Moselle, c'est-à-dire les résidences qui sont après l'hôtel de province. Et alors, sur son enseigne, il avait marqué Asmus Ships Boat Builder. Donc c'était écrit en anglais. C'est écrit en anglais. Donc vous voyez où il était installé, donc Asmus. Il faisait de la pub dans les journaux. Donc ça, c'était avant 1900. Hein. De l'autre côté, vous aviez Hubbard. Hubbard qui était installé sur la gauche. Ici, on ne voit pas trop, mais il était de ce côté-là. Ici, c'était Penn qui était installé là. Mais ça, c'est la minoterie dont je parlais tout à l'heure, la minoterie Morgan. Et regardez comme cette partie de la baie de la Moselle paraît très proche du port, là où on voit le trois-mâts. Et là, vous reconnaissez ce bâtiment? La France australe. C'est donc le bâtiment qui va être restauré par la ville de Nouméa. Donc la France australe est là, donc rue de la Somme, la rue de la Somme, elle passe là. Et là, la minoterie Morgan. Alors voilà le type d'embarcation qui était construite ici, pour le marché local. Alors pourquoi est-ce qu'on construisait tous ces bateaux? Il y avait une forte demande. Parce que la pêche au troca, ou le ramassage du troca, était très pratiqué, a été pratiqué pendant des dizaines et dizaines d'années en Calédonie, et c'était vraiment une activité importante.
Donc avec tous ces bateaux sur toute la Calédonie, du nord jusqu'au sud, on allait ramasser le troca avec ce genre de bateau. Il y avait effectivement les activités de la pêche. Enfin, la pêche, on utilisait beaucoup la dynamite hein, aussi à ce moment-là. Hein. Donc vous voyez le type d'embarcation des côtres. Hein. Alors là, c'est la période faste. 1924-1937. Il y avait en 1925, j'ai réussi à trouver ce chiffre-là, il y avait 6 chantiers et 115 ouvriers. Donc vous voyez que ça représentait quand même du monde autour de la baie de la Moselle dans ces chantiers. Alors, j'en ai cité quelques-uns, hein, j'en ai certainement oublié. Donc le chanteur qui construisait des goélettes, qui a construit une goélette de 100 tonnes, etc. Buard et Pen qui était installé côté ville. Guy de Grélan, Hubbard, également côté ville. Alors Hubbard a beaucoup construit aussi pour les Nouvelles Hébrides. Émile Legrand, alors Émile Legrand était installé, lui, côté pointe de l'artillerie. De Sonneville, Bouteau. Alors Bouteau, lui, était installé du côté du musée de la Nouvelle-Calédonie. Donc évidemment, lorsqu'il y a eu les remblais, ben, il a dû dégager. Alors voilà une autre carte postale où on voit bien le chantier. Hein. Ça, c'est la rue Gallieni hein, que vous avez avec l'immeuble Morgane, la minoterie que vous retrouvez ici. Là, vous retrouvez encore le bâtiment de la France australe. Alors voilà, bon, un bateau, le Calédonien, hein, donc vous voyez, c'est le bateau, il faisait 20 mètres, hein, 7 mètres, etc. Et ça, il l'avait construit pour lui, hein, il faisait de la navigation côtière avec ça. Le voilà. Bon, il n'est pas très joli, hein, mais enfin, c'était des bateaux construits à cette époque-là. Hein. Chantier Le Chanteur, donc ça, c'est une photo qui a été prise par les Américains en 1943. Qui se trouve, Chantier Le Chanteur, il se trouvait à l'emplacement aujourd'hui du monument américain, où il y a le petit square, là, vous voyez, le petit square triangulaire, hein, donc c'est à cet endroit-là. Hein. Alors voilà le type de bateau qui était construit. Ça, c'était un bateau, Capitaine Lotte, donc c'était les Loyaltiens, hein, les Mélanésiens, donc des loyautés, qui faisaient périodiquement et régulièrement la liaison entre les loyautés et Nouméa. Donc vous voyez, sur des petites embarcations comme ça, ils avaient du maïs, des porcs, des bananes, ils prenaient des passagers, et c'était souvent des bateaux qui étaient un peu surchargés. Donc vous voyez des bateaux qui faisaient 12 mètres à peu près. En voilà un autre type, le Dada. Donc ça, c'était le bateau du grand chef Nesline à Marais. Le Dada et une pétrolette. Alors j'ai mis parce que finalement les pétrolettes que vous avez certainement connues dans les années 70, eh bien, commençaient à faire leur apparition. Voilà encore en baie de la Moselle, là, côte Loyaltien, mais je ne l'ai pas identifié. Pourtant il a son numéro, mais je n'ai pas réussi à savoir à qui il était. Et voilà, lancement de côte indigène. Donc là, c'est du côté du marché d'aujourd'hui. Alors, après-guerre, bon, les chantiers ont continué un petit peu, mais petit à petit, bon, ils ont déménagé, et puis ils sont partis à Port-des-Pointes, Limousin, qui est toujours installé à Port-des-Pointes, et puis à la Baie d'Umbo, c'est là où vous avez aujourd'hui les chantiers navals. Donc j'ai certainement aussi oublié des noms. Enfin, les anciens me le diront, mais je parle bien là uniquement des chantiers qui étaient à la baie de la Moselle, hein, parce qu'il y avait d'autres chantiers qui étaient installés à Pointe-Chalex ou autre. Là, je n'en parle pas, puisque mon propos concerne uniquement la baie de la Moselle. La baie de la Moselle, il manque le Berre. Le Berre. Alors voilà, donc des bateaux vers les années 1960. Vous voyez, ils ont un peu changé de forme quand même, ces bateaux de pêcheurs. On retrouve la bâche. Certains bateaux à vivier. Un vivier, oui, bien sûr. Hein. Oui, tout à l'heure, on a vu les viviers. Hein. Bon, ben, c'est certainement ces bateaux qui allaient chercher le poisson. Hein. Alors, j'oublie pas ceux-là parce que ils s'appellent les fondeurs mécaniciens.
C'est-à-dire que ce sont des ateliers. Bon, on parlait des charpentiers de marine, ils faisaient des bateaux en bois. Mais il y avait tout un tas d'activités qui gravitaient autour donc, de cette baie de la Moselle, avec ces chantiers, ces fondeurs mécaniciens. Vous aviez donc les forges et chantiers de l'Océanie, hein, qui ont été créés en 1904 avec Massoub au départ, et ben, qui travaillaient sur les vapeurs. Hein, il fallait s'occuper des chaudières, il fallait faire des réparations sur les coques qui étaient en fer, etc. Donc tous ces fondeurs mécaniciens étaient dans le secteur. Alors voilà les noms que j'ai repérés, hein. Rivaton, Magnin qui allait ouvrir ensuite la cale de halage de la baie des Pêcheurs, Lintig, Duplessis, Rampal, Le Gascoin, Bayon, Pourcelot, repris par Ross et de Saint-Louis. Donc je crois que ceux-là, ils n'étaient pas directement sur le littoral, mais ils étaient juste derrière. D'ailleurs, où se trouvent aujourd'hui, si je ne me trompe pas, les forges et chantiers de l'Océanie, c'est là où vous avez un parking, face au trésor. Oui. Dans le cinéma. Par contre, les forges de la marine, pour Porcelot, mon père, le reste de sa vie, personne ne devine où c'est. La galerie de l'Alma. Oui, donc c'était assez loin là quand même, si c'est galerie de l'Alma. Ouais. Alors, il y avait également, donc, pour l'entretien de ces bateaux, des cales de halage. Donc, vous avez eu la cale Louis Boudin, de 1880 à 1894. J'ai marqué point d'interrogation parce qu'il est décédé en 1894 à Sydney, Louis Boudin. Et c'était des cales privées, hein, uniquement sur des fonds des commerçants donc, qui finançaient ces cales de halage, parce qu'ils étaient intéressés, les commerçants. Ils avaient des bateaux. Hein, aussi bien aux Hébrides qu'en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'était pour l'entretien. Mais c'était quand même des petites unités hein, qui n'allaient pas au-delà de 100 tonnes. Et vous avez César Berthier, donc de 1891 à 1895. Et après, il y a eu une interruption. Mais la colonie donc, avait besoin d'une cale de halage. On l'a réclamée à corps et à cri. Et une a été mise en place donc, en 1903 à la baie des Pêcheurs. La baie des Pêcheurs, là où se trouve le cercle des nageurs calédoniens aujourd'hui. Alors voilà la cale de Louis Boudin. Bon, j'ai pris cette carte à côté, c'est juste à l'angle. Oh là là là. Les boutons sont trop près, voilà, hein, c'est là. Alors chaque fois qu'il y avait des remblaiements, bon, la ville de Nouméa délimitait des terrains qu'elle vendait ou qu'elle louait. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais au départ, cette baie de la Moselle, elle s'appelait la Bayonnaise, la lance de la Bayonnaise. Sur les cartes marines, c'est ce qu'on trouvait. Et ensuite, elle s'est appelée baie de l'Aventure. L'Aventure, c'est ce bateau avec le capitaine de vaisseau Bouzet qui s'est échoué donc, à l'île des Pins en avril 1855 et a été remplacé par un bateau identique qui venait de Tahiti et qui s'appelait Moselle, qui est resté 1 an en Calédonie et ensuite est reparti à Tahiti pour servir de ponton. C'est-à-dire ponton, à ce moment-là on coupait les mâts et puis ça servait de magasin. Alors, celle de César Berthier. Alors, César Berthier avait eu un terrain très tôt, en 1877, par la ville de Nouméa, mais il ne l'avait pas mis en valeur. Alors, on a commencé à faire de l'élevage d'huîtres dans ce secteur. C'est là où il était. Hein. Ça, c'est une carrière. Et là, il y avait un feu. Il y avait un feu de signalisation hein, pour la rade de Nouméa, pour la petite rade. Et puis, il était installé là. Oui, on voit toujours le socle. Hein. D'ailleurs, si vous allez sur cette route des artifices, eh bien, vous verrez à droite, derrière une clôture, un soubassement en béton, et c'est le support donc, de cet ancien éclairage. Ça devait être du pétrole, certainement. Donc, Berthier. Alors, Berthier, c'était quand même un homme qui s'est beaucoup investi. Hein, dans la vie sociale, et avec Boudin, il y avait beaucoup de démêlés. Et ces cales de halage n'étaient pas de grande qualité. Hein.
elles étaient mal montées, les bois n'étaient pas de bonne qualité. Il était fréquent que les bateaux restent bloqués sur la cale de halage et qu'on ait du mal à les remettre à l'eau. Et c'est peut-être ce qui explique que, ma foi, la durée de ces cales n'était pas très importante. Avant ces cales de halage, il y en avait une autre, qui était la cale de la pénitentiaire, qui se trouvait à la flottille, ce qu'on appelle la flottille pénitentiaire, qui se trouvait du côté de la flottille, hein, le quartier de la flottille. Et là, à un moment donné, donc, ils ont déménagé sur l'île Nou, et donc cette cale est partie là-bas. Mais enfin, c'était également une cale de la pénitentiaire, une cale qui était en très mauvais état. Alors, voilà les Misérables. Bon, quelle heure est-il? Moins le quart. Bon, je tiens, bon, vraiment ça va. J'avais un peu peur, mais... Alors, j'ai rajouté donc des bateaux que vous ne voyez plus, hein, la Croix du Sud. Croix du Sud, pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'était un bateau en bois. Et lorsque on a des bateaux en bois qui sont démantelés, ben, on récupère tout le bois. Peut-être pour faire d'autres bateaux, je ne sais pas, mais enfin peut-être pour la construction, pour tout, pour les charpentes. Ensuite, nous avons le Saint-Pierre. Le Saint-Pierre, nous avons vu qu'il barrait la darse du côté de chez Hubbard, là-bas. Le Connet aussi. Le Connet était un bateau en bois. On va regarder un petit peu sa vie. Et puis les autres, on va les retrouver. La Croix du Sud. Alors, j'ai marqué donc entre parenthèses 3 dates. La première date, 1872, c'est l'année de construction du bateau. 1876, c'est l'année où il est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Et 1889, c'est l'année où il a terminé sa vie. Alors, malheureusement, pour cette Croix du Sud, je n'ai pas de photo, je n'ai rien. Rien du tout. Mais par contre, dans la France australe de 1901, il y a un article qui est très très intéressant. Alors je vais vous en lire 1 ou 2 passages, puisque je n'ai pas de photo. Le soir, on descendait se coucher le plus tard possible dans le salon transformé en dortoir. Et cela à cause de la mauvaise odeur que l'on respirait dans ce salon, affecté à un double usage. L'odeur des mets que l'on avait servis à table pendant la journée, jointe à celle des pipes, des cigares et des alcools consommés après le dîner dans un si petit espace, engendrait une atmosphère capable d'impressionner désagréablement un corailleur endurci. Arrivés en bas, les passagers et passagères avaient à supporter pour leur sens olfactique les plus rudes épreuves. Chacun s'allongeait sur les strapontins qui avaient servi de canapé pendant la journée, etc. Et alors le matin, arrivait ensuite le moment de la toilette. Il y avait en tout 3 cuvettes dans cette écuelle à vapeur. Alors, écuelle à vapeur, ce nom a été donné par Chambéron. Chambéron, qui était un marin hydrographe et qui a fait énormément de relevés en Nouvelle-Calédonie. Et il appelait ses bateaux la Croix du Sud, comme la Dépêche. La Dépêche, c'est un bateau qui l'a précédé. C'était le premier tour de côte qui, en 1873, a assuré donc un service subventionné par la colonie pour faire le tour de la Nouvelle-Calédonie. Et qui a acheté ce bateau en 1872? Eh bien, Higginson. Et ce bateau, la Dépêche, a terminé sa vie par un acte de baraterie, c'est-à-dire on l'a coulé volontairement dans la baie de Port-Boisé. Alors celui-là, la Croix du Sud, c'est celui qui a remplacé la Dépêche pour faire le tour de côte. Et il a été acheté évidemment par un Anglais. Non, je crois qu'il faut que je regarde ma fiche. Je me mélange là. Oui, il a été acheté par des commerçants, Caphorn et Stockart. Et en 1877, il a été racheté par Higginson, encore lui, et Morgan. Il faut dire qu'à cette période, jusqu'en 1890 à peu près, tout le commerce, la navigation maritime
était tenu par ces gens anglophones, hein, qui s'appelaient Higginson, qui s'appelait Montefiore, qui s'appelait Morgan. Alors Morgan, il y en avait plusieurs, hein, je ne vais pas vous donner tous les prénoms parce que je ne m'en rappelle pas. Et donc là, c'est donc Higginson encore qui avait racheté ce bateau. Donc il a pris la relève de la dépêche jusqu'en 1885. Et en 1886, il y avait une commission qui regardait quand même si ces navires étaient à peu près en état. On appelait ça la commission des machines à vapeur, et qui l'a trouvé, ma foi, hors d'usage, et il a refusé la navigabilité. Donc en 1889, il a été démantelé donc, en baie de la Moselle. L'Ocean Queen. Alors, vous voyez donc toujours la date de construction, son arrivée en Calédonie et son démantèlement. Alors, j'ai eu une chance extraordinaire. Il y a 3 ans, je suis allé visiter le musée du Quai Branly et il y avait une petite exposition consacrée à Mascart. Et dans cette exposition, il y avait ce dessin qui avait été fait par un géomètre qui s'appelait Victor Roger et qui représentait donc l'Ocean Queen à Lifou. Alors on ne le voit pas ici, mais en bas, là c'est marqué Ocean Queen, Lifou, 4 août 1878. Alors ça m'a donné une idée de ce qu'était ce bateau. Et vous verrez que ça m'a permis de retrouver des photos que sans ce dessin, je n'aurais pas pu retrouver. Alors, ce bateau, il a été construit en 1868 et il appartenait à une société anglaise qui s'appelait l'Australian Steam Navigation et qui faisait la liaison donc avec l'Australie. Et en 1875, il a été racheté par la Société foncière calédonienne. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la Calédonie, c'est ceux qui ont essayé de s'installer à Gomène sur une grande propriété. Et donc il est parti de Bordeaux avec 60 émigrants pour la Nouvelle-Calédonie. Il est allé toucher directement Gomène, après il est descendu à Ouraï et il est venu à Nouméa. Et alors, chose comique, l'administration pénitentiaire donc, avait fourni des draps à ces émigrants. Donc il y avait 120 draps. Et ces draps devaient être restitués à l'arrivée à Nouméa pour être mis à l'administration pénitentiaire. Et il en manquait un. Il manquait un drap. Eh bien, le commandant du bateau a dû payer ce drap. Alors, en 1880, ce bateau est revendu en Australie à l'Australian Steam Navigation, qui avait été le premier propriétaire. Et 3 années après, qui rachète? C'est encore un Morgan qui rachète ce bateau pour faire de la navigation autour de la Nouvelle-Calédonie. Voilà donc ses caractéristiques, et il a assuré le tour de côte de 1883 à 1894. Alors là, je voudrais remercier Maurice, que vous avez à droite. C'est lui qui m'a crayonné tous les dessins de tous ces bateaux que vous allez voir. Il a un bon coup de plume, et il me l'a fait vraiment avec grand plaisir. Parce que c'est pas facile. Souvent, les bateaux, on ne les a pas toujours sur le côté comme ça. On les a soit de 3/4 avant, soit de 3/4 arrière. Donc, avec 3 ou 4 photos, il faut qu'on imagine finalement ce que donne le bateau côté tribord ou côté bâbord. Alors, grâce à ce dessin que j'ai retrouvé à Paris, eh bien, j'ai pu identifier ce bateau qui est dans la baie de la Moselle, qui est l'Ocean Queen, qui a été affrété de 1895 à 1899 pour la Compagnie française des Nouvelles Hébrides. Mais le propriétaire, c'est toujours la société foncière calédonienne. Hein. Alors le voilà à nouveau. Il a été vendu aux enchères publiques le 25 mars 1901. J'aime bien cette photo avec cette pirogue là, qui arrive de l'île des Pins. Et puis le bateau, vous le voyez en arrière-plan. C'est bien lui, hein, c'est bien l'Ocean Queen. Ben, le voilà en 1919, il est en train de pourrir dans la baie. Regardez la proximité de la cathédrale,
de Bernheim aussi devant, là où il y a un peu de verdure. Et cette hélice, c'est l'hélice de l'Ocean Queen. Mais c'est bien l'hélice de l'Ocean Queen, parce qu'il y a eu une confusion, et ça je vous prouverai tout à l'heure. On a cru que c'était l'hélice du Héros. Et cette hélice, elle se trouve au rond-point de l'Orphelinat. Et voilà, en 1980, notre Ocean Queen, c'est lui. Sa chaudière, il est là. Maintenant, on va passer à un autre bateau qui s'appelle le Héros. Alors, c'est un beau bateau. Donc, il a assuré pendant de nombreuses années donc, le transport de passagers entre l'Angleterre et la Scandinavie. Puis, il a été transformé. Donc, ces belles photos, on ne les trouve pas en Calédonie, hein, je les ai trouvées à Melbourne. Hein. On lui a mis la vapeur. En 1800, donc, oui, donc vous voyez bien la différence entre le bateau sous voile et le bateau avec la vapeur. Alors il a été acheté par la SLN, et qui était l'entremetteur? C'est Montefiore encore. Toujours les mêmes thèmes. Donc c'est un grand bateau, vous voyez, 68 mètres de long. Hein. Ceux qui connaissent la Monique, là c'est 2 fois plus long que la Monique. Hein. La Monique faisait 34 mètres. Hein. Donc voilà le bateau, acheté par les SLN. Alors, acheté par les SLN, c'était pour transporter du minerai de nickel, hein, entre Thio et Nouméa. Et donc il a transporté le minerai, et il a été jeté à la côte en janvier 1901 par un cyclone. Il a été bien abîmé, mais il a quand même pu naviguer, on a pu le remorquer jusqu'à Nouméa. Et en 1919, donc, il vient prendre place. Oh, bonsoir. Il prend place là, à côté de notre Ocean Queen. Alors regardez bien l'hélice du Héros. Hein, donc vous voyez que ce n'est pas du tout l'hélice à bipale qu'on a vu tout à l'heure. Et cette hélice se trouve où? Au rond-point de l'Orphelinat. Alors, on va parler un petit peu. Comme c'était un bateau à voile au départ. Son safran est là. Où a-t-on mis l'hélice? Eh bien, on l'a mis derrière. Donc l'hélice, ce qui est une anomalie, hein, l'hélice se trouve derrière le safran. Voilà un détail. Oui, les safrans ne sont jamais bien grandes. Vous avez pu voir dans le safran du Roanoke, hein, qui était un énorme bateau, c'est pas très large. Hein. Le voilà, en 1982. Et là, bon, plusieurs Calédoniens, vous voyez, mettaient leur bateau à l'abri. Hein. C'était une bonne protection contre les coups de l'Ouest. Saint-Pierre. Alors, donc, jusqu'en 1890, à peu près, le tour de côte était assuré par ces navires qui étaient la propriété de ces Australiens, là, Morgan, Higginson, Montefiore, etc. Et en 1896, donc, Balland soumissionne et il obtient le tour de côte subventionné de la Nouvelle-Calédonie. Il a 2 bateaux, il a le Saint-Pierre et le Saint-Antoine, qui le fait venir ici. Bon, le Saint-Antoine, vous savez peut-être qu'il a terminé sa vie du côté de Tontouta, sur un récif là-bas. Et puis le Saint-Pierre, ma foi, on l'a retiré du service au bout d'un certain temps. Voilà encore un dessin de Maurice. Hein. Alors, on commence à avoir un peu plus de photos là, donc je vous les mets. Donc,
c'est Louis Balland qui a assuré le service de 1896 à 1902. L'UCNC, c'est la société qui a pris le relais. Et évidemment, Balland était actionnaire. Alors, c'était un bateau qui était aménagé pour 40 passagers. Donc, on le voit partir ici. Aquawa, donc on débarque. On charge du bétail. Bon, on ne prend pas de gants, hein, mais enfin, bon. Bon, là, voilà l'avant. Et alors, bon, il y a eu un drame en 1901. Donc, le Saint-Pierre venait de l'île des Pins. Et il y avait une chaloupe de l'administration pénitentiaire qui a accosté le Saint-Pierre pour embarquer 34 relégués qui devaient être amenés à l'île aux Bruns. Et trop chargé, la chaloupe chavire, 10 noyés. Et il abordait le Tétis, c'est ce bateau dont je vous ai parlé au début, si vous l'avez encore en mémoire. Hein. Donc c'était ce bateau magasin. Alors le Saint-Pierre donc, est vendu aux enchères. Et Massoubre, eh bien, qui savait devenir les forges et chantiers de l'Océanie, l'achète. Et où est-il? J'ai retrouvé cette carte-là. Voilà, il est là. Alors, ici, ce trait interrompu représente le trait de côte initial de la ville. C'est-à-dire que tout le reste a été gagné par des remblaiements grâce au déblai de la butte Conneau. Vous voyez, tout ça. Donc tout ça a été gagné en 1877-78 à peu près. Le Connet. Alors il était en bois, mais on ne retrouvera rien. Alors là, il est au Salomon. Hein. Alors, de 1891 à 1916, il a eu 6 différents propriétaires, c'était des commerçants. Hein. Il y avait Inger, je ne sais pas comment on le prononce, Austin, Inger, Austin, Johnston, Lomont, Vésia, Saint-Georges. Il faisait du cabotage sur la côte ouest. Et il faisait également du recrutement, ce qu'on appelle blackbirding, aux Nouvelles-Hébrides et au Salomon, c'est-à-dire pour amener des travailleurs en Nouvelle-Calédonie. Et en 1917, Madame Veuve Hagen, la veuve de Nicolas Hagen, rachète ce bateau. Et puis, c'est les Hagen frères qui le gèrent, dont le fameux Tibi en faisait partie. Alors pourquoi je vous ai mis cette photo? Parce qu'on voit Tibi sur la photo. Là. Tibi Hagen, il est là. Et en 1925, est créée la Société des îles Loyalty, dont faisait partie la Monique, hein, ça faisait partie de la Société des îles Loyalty, avec Balland comme principal actionnaire. Bon, il a également assuré un service maritime subventionné avec les loyautés. On appelait les loyautés, c'est très récent le nom de loyauté, je dirais c'est vraiment après la guerre, mais avant on appelait toujours les loyautés les loyalty, les îles Loyalty. Puis le Connet a été vendu par la SIL, le 13 juin 1925, et Tibi Hagen en est le directeur. Je le signale parce que Tibi Hagen, c'est quand même un personnage qui est très, très, très connu. Alors, en général, tous ces bateaux ont été vendus aux enchères en fin de vie. L'Ému. Encore un dessin là de Maurice. Alors là c'est un montage qui a été fait d'ailleurs par
par quelqu'un là qui est au fond de la salle. Hein, il avait deux photos. Sur une photo, il avait l'avant, sur l'autre photo, il avait l'arrière. Donc, il a fait du raccommodage. Alors, une idée du pont arrière, pour vous montrer un peu à quoi ressemblait ce bateau. Hein. Pour avant, on voit les treuils. Hein. Et donc, en 1924, il est vendu à UIT Pognon pour être remorqué, pour servir de ponton encore. Hein. Et puis, il n'ira jamais. Finalement, il est resté là. Et voilà, les mues au carénage, donc à la baie des Pêcheurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la cale de halage de la baie des Pêcheurs. Donc là, on est en train de le nettoyer. Il y est monté 3 fois. Je ne connais pas la date exacte, je n'ai pas réussi à la trouver, en 1905, 1907 et 1919. Mais je pense que cette photo est plutôt de 1907. C'est pour ça que j'ai souligné. Et voilà la cale de halage. Vous ne reconnaissez pas, hein? C'est la baie des Pêcheurs. Hein. Alors, sur les cales de halage, vous avez Georges Coquillat, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a fait une étude très intéressante sur ces cales de halage. Et son site est disponible sur Internet vraiment très très facilement. Hein. Et son site est très très documenté sur la Calédonie. Alors, vous le voyez, l'ému, donc on le met entre l'Ocean Queen, qu'on retrouve à gauche, les héros, en 1927. Donc là, vous voyez le bout, les remblaiements n'ont pas tellement évolué. Hein. Les remblaiements, c'est à partir de 1930 qu'ils vont s'accélérer. Alors l'hélice, je ne sais pas où elle est. Bon, elle n'est pas à l'orphelinat, hein, celle-là. Quelqu'un l'a certainement récupérée, mais... Ah, Atalaï. Alors ce bateau, c'est un bateau fabuleux. Alors c'est un bateau fabuleux parce que, et même, pour les autres, je ne vous ai pas raconté leur histoire avant leur arrivée en Nouvelle-Calédonie, mais là, je ne peux pas résister au plaisir de vous raconter ce qui s'est passé avant. Alors, il a été donc appartenu aux Anglais, là, sous le nom de Cruiser, en 1880-1882. Et il a été affecté au, je ne sais pas si on l'appelait comme ça, au gouverneur des Fidji, gouverneur anglais des Fidji, pour sa représentation, pour aller dans les îles, etc., pour se déplacer. Ensuite, la Royal Navy l'a utilisé pour faire de l'hydrographie, en particulier aux Nouvelles-Hébrides. Et d'ailleurs, Higginson a signalé au gouvernement français que c'était certainement un navire espion pour voir ce que les Français faisaient aux Nouvelles-Hébrides. Ensuite, il a été acheté par le gouvernement, mis à disposition du gouvernement du Victoria. Après Saint-Georges. Saint-Georges, c'est un commerçant qui avait commerce en Nouvelle-Calédonie et qui a utilisé ce bateau pour faire la liaison entre Melbourne et la Tasmanie. En 1920, 1920, donc c'est un Akira-Sero, c'est un Japonais qui devait construire une usine métallurgique à la Pointe Chalex. Ensuite, c'est Louis Ponce qui l'a racheté parce qu'il avait été abîmé, bien abîmé. Il y avait eu un... Lorsque Saint-Georges en était propriétaire, il l'avait abîmé du côté de la Tasmanie. Donc, Akira-Sero l'avait fait réparer. Donc, et puis il a été racheté donc, par Louis Ponce pour devenir le Jeanne Elisabeth, etc. Alors, le voilà. On trouve énormément de photos sur Internet de ce bateau, qui est très très connu des Anglais. Hein. Le voilà sous voile, donc on voit les marins en haut là-bas, dans la mâture. Alors le voilà, donc effectuant des travaux hydrographiques donc, aux Nouvelles-Hébrides.
Oui, c'était un beau bateau quand même. Hein. Puis, hein, il y avait... Hein, on avait l'uniforme, on était... Et ce bateau donc, a assuré le tour de côte de 1926 à 1931 avec la Société des îles Loyalty, mais c'était qu'il a loué à la Société du tour de côte. Mais le propriétaire, c'était la Société des îles Loyalty. Et donc, vous voyez, on retrouve sa coque ici. Et contrairement aux autres, sa proue, elle dit côté large. Le voilà, en 82. Il n'a plus la superbe qu'il avait. Le Frosine. Alors là, ça va faire plaisir à un assistant, là. Alors le Frosine, c'était aussi un yacht luxueux. C'était le résident anglais aux Nouvelles-Hébrides qui avait ce beau bateau sur l'îlot Iriki. Et le résident français, il avait des bateaux minables qui tombaient toujours en panne, etc. Et ma foi, il était très très jaloux de ce bateau donc, qui était au commissaire résident aux Nouvelles-Hébrides. Donc construit en Angleterre, là. Hein. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de photos de Le Frosine, mais voilà. Donc, en 1928, c'est souvent comme ça que ça se passe avec ces bateaux. Il y a un cyclone, le bateau est abîmé, il s'est échoué donc, sur la pointe Iriki à Pourvilla. Vous devez tous connaître ce petit îlot qui se trouve dans la baie, là. Et puis, il a été remorqué à Nouméa. Et en mai 1929, c'est donc Maestrassi qui l'achète aux enchères publiques et en fait sa résidence principale. Alors, sur ce... Ça, c'était le journal. Donc, Maestrassi, il est là. C'est le monsieur qui a un chapeau, là, hein, qui se trouve ici. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre du poisson. C'est un extrait de presse. Hein. Alors, sur les flancs, il y a des grands viviers pleins de poissons. À votre avis, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les requins c'est un petit peu ce qui s'est passé là sur le quai, sur le quai de Nouville. Hein, c'est un peu la même chose. Donc, les requins se sont précipités et en mars, je ne sais plus si c'est à Livre, mais à Livre, je crois qu'il était plutôt à la vallée du Tyr. Hein, il pêchait à la Moselle aussi. Bon, alors c'est peut-être Ali qui en a pêché aussi. Hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ali, c'était un personnage, je crois que beaucoup de gens ici l'ont connu. Hein. Alors, le voilà. Ici, vous l'avez, là. C'est à l'angle hein, du petit quai, là où il y a le pilotage. Hein. Et là, c'est le Dada. C'est le bateau qu'on a vu tout à l'heure. C'est le bateau du grand chef Nesline. Qui faisait donc marée Nouméa. Alors, en 1935, ben, ma foi, le Frosine a un petit souci. Et voilà où on va le mettre. Aujourd'hui, c'est juste à l'angle des Pilotines. Là, vous avez le Saint-Pierre, hein, et là, c'est le Frosine. Je ne sais pas, vous l'avez connu? Non, certains? Non, il n'y a pas. Vous êtes tous trop jeunes. Bon, il y a eu un drame affreux à bord de l'Euphrosine. Hein. Il y a eu un meurtre, un Indonésien donc, qui a tué sa femme et sa fille qui étaient à bord du bateau. C'était dans la nuit du 13 au 14 mai 1930. Alors, je vous ai mis cette photo là parce que, bon, elle n'est pas de 58, hein, mais c'est parce que c'est la dernière photo finalement où on voit les Misérables en entier. Et on les voit les 5. Hein. Donc, on retrouve le héros ici, là c'est l'ému, ça c'est celui dont on va parler après,
parce que c'est venu après 58. Ça, c'est l'Atalaï, et ici, l'Ocean Queen. Alors, bon, l'histoire, apparemment, c'est une histoire qu'on m'a rapportée, hein, que la famille Hickson m'a rapportée. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Soi-disant, Bob Hickson, pour faire de la publicité pour le film, avait pris sa petite plate et avec un pot de peinture blanche et un pinceau, est allé écrire Les Misérables sur la coque du grand bateau, du héros ici. Et d'après ce qu'on m'a dit tout à l'heure, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc il y a eu une polémique. En réalité, c'est Georges Estieux, qui était grand ami de la famille, qui était peintre en bâtiment, qui a peint les... Ah, c'est Estieux. Donc c'est quelqu'un de la famille. Le lendemain, tout Nouméa s'est réveillé en voyant le premier tag. Donc c'était le premier tag de Nouméa. Hein, Donc il y a certains qui disent c'est très bien parce qu'il faut enlever toutes ces terrailles. Et les autres disent c'est dommage parce que ça fait partie de la baie. Donc les Hickson ont fait la boule pendant quelques semaines ou quelques mois. Mais personne n'a fait la relation avec le film. Alors le dernier bateau, il s'appelle le Lorraine. Alors là, le Lorraine, René Reuter. René Reuter, c'est un personnage extraordinaire. Mauvais caractère, toujours près de ses sous. Voilà, bon, certainement vous l'avez connu, hein, parce que bon, on rapproche là. Hein, donc le bateau est arrivé en Calédonie en 1954 et en 1965, donc il a fini sa vie. Oui, il a une vie assez courte. Hein. Bon, sur le journal aujourd'hui, il y a eu un article sur ces Misérables, mais alors là, il y a énormément d'erreurs sur les bateaux, donc n'y prêtez pas trop attention. Parce on a dit qu'il était chasseur de mines en Nouvelle-Calédonie, il n'a jamais été chasseur de mines en Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est un bateau, pour faire des économies, qu'il est allé acheter à Malte. Donc, c'est un bateau qui avait été construit pendant la guerre, et qui était à Malte, donc il a cru faire la bonne affaire. Il est allé l'acheter là-bas. Et puis, apparemment, la liorde, tout ça, register, tous les documents étaient vachement bien. Et il a fait convoyer jusqu'à Nouméa. Mais déjà, le convoyage jusqu'à Nouméa n'a pas été triste parce que le bateau a dû s'arrêter plusieurs fois pour monter sur la cale de halage et puis faire des réparations d'urgence. Voilà. Et nous sommes en 54, donc c'est juste après le drame de la Monique. Ce qui fait que les autorités maritimes sont devenues quand même beaucoup plus strictes avec les conditions de navigation. Et lorsque ce bateau est arrivé là, eh bien, l'administrateur des affaires maritimes a refusé le permis de navigation donc à ce bateau. Bon, il l'a envoyé à Suva, parce qu'en Australie c'était trop cher. Donc il l'a envoyé à Suva pour faire des réparations. Les réparations ont duré, ça a coûté assez cher. Puis il a cru faire la bonne affaire et il a pris un équipage fidjien qu'il a ramené ici. Alors, il n'a pas fait c'est un ancien dragueur de mines. Hein. Puis vous savez, pendant la guerre, ces bateaux étaient construits très rapidement. La Monique, par exemple, elle a été construite en 6 mois en Nouvelle-Zélande. Bon, je pense que le dragueur de mines, là, il a dû être construit aussi très rapidement. Hein. Alors, il va assurer un service côtier, parce qu'à cette époque-là, bon, il n'y a déjà plus le tour de côte. Donc, il va assurer un service côtier, donc aux îles Loyauté, et puis de nombreuses péripéties. Alors, je vais juste vous en citer une. Hein. C'est qu'un jour qu'il se trouvait à Yingen, c'était en 1955, eh bien, l'équipage fidjien a pris le quart de la SCEA pour rentrer sur Nouméa. Et on a laissé le capitaine avec son bateau, bien embêté. Et après, Reuter a eu encore énormément de problèmes avec son capitaine. Ça s'est terminé au tribunal. Enfin, c'est des histoires qui ont duré. Le voilà, donc, ce bateau, Lorraine, là, qui se trouve donc du côté vers la vallée du Tyr, dans la baie, là, la baie de... Je ne me rappelle plus du nom. Alors, bon, il a quand même un peu servi, puisqu'en Noël 62, des enfants sont montés pour voir le Père Noël qui arrivait par bateau. Après, on l'a accroché, mais ça, je pense que les anciens là, vont pouvoir vous raconter ça tout à l'heure. Moi, je ne l'ai pas connu. Hein.
il reposait sur le fond pour pas qu'il chavire, donc on l'avait attaché. Il était au quai des volontaires. Le quai des volontaires, c'est là où se trouve le Beticho. Hein. Et on l'avait attaché avec des filins pour pas qu'il se retourne. Et puis en 65, on a laissé le choix donc à Reuter de savoir il fallait qu'il dégage, hein, parce qu'il gênait quand même au quai des volontaires. Et est-ce qu'on l'emmène là-bas, à l'Ensoiré, à rejoindre les pontons du Nickel, ou à la baie de la Moselle? Bon, ils ont jugé plus prudent de l'emmener à la baie de la Moselle parce que c'était moins loin et il ne risquait pas de couler en route. Alors voilà ce qu'il en reste. On a 7 cheminées là, et puis ce moteur. Mais je dirais que dans ces carcasses, c'est certainement celui qui a été le plus abîmé. Alors en avril 88, donc ça fait juste 30 ans, eh bien, on a enlevé tout ce qui était intéressant sur ces bateaux. Il restait la ferraille. Vous voyez la scorie qui arrive. Voilà, certains essayent de trouver des restes, mais inexorablement, la scorie va recouvrir tout ça. Et les bateaux sont toujours dessous. Alors, je voudrais dire un grand merci à Jean Roland, donc, qui est le père de... Et si on a sauvé les affaires de ces misérables, c'est grâce à lui. Donc, je crois que je remercie Jean Roland. Alors, on a toujours pensé enlever ces épaves. Vous voyez, j'ai repris quelques extraits de presse. Là, en 1960, les Japonais étaient intéressés, parce qu'il y a beaucoup d'épaves en Nouvelle-Calédonie. Et finalement, rien n'a été fait. Hein. Et même les épaves les plus faciles, donc celles qui étaient à l'Ensoiré ou celles qui étaient à la baie de la Moselle, eh bien, elles sont restées là. Alors, autant dire que les épaves qui se trouvent sur le récif, bon, c'est pas facile de les enlever. Alors, j'ai fait Key Trader. On peut noter que l'acier d'époque était beaucoup plus solide que celui-ci. De Key Trader. Alors, la mémoire des misérables, donc vous la trouvez au rond-point de l'orphelinat, hein, avec déjà ces 2 hélices, celle de l'Ocean Queen, le héros. La Talaï, alors la Talaï avait une hélice à pas variable, alors n'allez pas me demander comment ça marche, hein, je ne sais pas. Et je sais qu'on l'a bloqué volontairement parce qu'il y avait plein de problèmes. Donc c'est pour ça que vous voyez sur cette hélice, vous voyez tous ces boulons-là. C'est des boutons, des boulons de blocage. Hein. Bon, il y a un tank qui a été fait sur le Saint-Pierre. Alors là, j'ai fait un petit montage où on voit donc à partir d'une carte de 1937, donc où on voit où j'ai situé donc le chantier Émile Legrand, qui est juste dans la descente de Bodoux, là, qui était là, Asmus, qui était ici, le chanteur, qui était là, Clément Brunelet avait son atelier là, Mac Evans, qui était installé, je vous dis, c'était des locations hein, au départ, et qui a été suivi par Penn, sur ce côté-là. Donc lorsqu'on prend la rue Gallieni dans le sens unique, là, c'était à droite. Et le chantier Hubbard était à gauche. Les docks ballants, vous les voyez encore aujourd'hui, rue de la Somme. Un tableau de Wauno. Et puis je voudrais remercier donc Maurice, Jean Roland, puis ma foi tout là où j'ai trouvé mes archives. Voilà, mais écoutez, je ne sais pas quelle heure il est, mais est-ce que j'ai tenu les délais?